On va passer à un deuxième atelier auquel j'invite Micheline Clodon, Julien Azuard et Franck Kestel et Jean-François Morelli. Où sont les autres intervenants? De Fernand Vidal. Qu'ils se dénoncent. On va se décaler. Bien, nous allons commencer après des petits problèmes techniques, mais qui n'en sont pas. La deuxième table ronde sur lutter contre les exclusions en initiant un aller vers les personnes. Ça fait tout à fait écho à ce que je pouvais essayer de dire en introduction. Aller vers des personnes qui ne se résument pas à leurs problèmes d'addiction, qui ne sont pas que l'alcoolique, le toxicomane, le drogué, l'usager de drogue, on dit très politiquement correctement aujourd'hui. Ces personnes, elles ont des potentiels, des ressources, et c'est de notre compétence de savoir les accueillir pour qu'elles les révèlent. Et c'est bien à nous de nous transformer avant de demander à l'autre de faire son chemin vers un aller mieux. Donc, je suis très heureuse d'accueillir ces deux expériences qui, j'espère, seront des premières expériences et se multiplieront dans l'avenir. D'ailleurs, il y a d'autres choses du même type qui se passent sur le territoire français. On va commencer par l'intervention. Si le diaporama est prêt. D'accord. Et on va commencer par l'intervention de Micheline Clodon. On se rend compte depuis des années sur les mêmes questions, de façon de plus en plus proche et de plus en plus proche au sens les options que nous prenons sont de plus en plus compatibles. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Je suis très très contente ici de prendre le relais de Mathieu, là, qui proposait effectivement une nouvelle approche centrée sur la réduction des risques et des dommages. Donc moi, je travaille à l'hôpital Bichat, Claude Bernard à Paris, où en fait, il y a maintenant 30 ans, on avait fait un constat qui était que les patients hospitalisés ne demandaient pas de soins. Ils ne demandaient pas de soins pour des raisons qu'on va un peu expliciter tout à l'heure, mais notamment en raison des représentations qu'ils avaient de ce qu'est un ou une alcoolique. Et donc, on a été à l'origine d'une des premières équipes de liaison, c'est-à-dire d'aller rencontrer les patients là où ils étaient, c'est-à-dire dans les lits d'hospitalisation. Dans les lits d'hospitalisation, la première chose que les patients nous disaient, c'était mais je ne suis pas alcoolique, moi c'est différent. Alors on a beaucoup réfléchi sur ce moi c'est différent et finalement on en a conclu au bout d'un certain nombre d'années que ce n'était pas tant forcément le soin que les patients refusaient, mais que c'était la représentation de ce que pouvait être un ou une alcoolique. Et à partir de là, on a essayé, en effet, de rencontrer
la personne et d'essayer de voir là où elle en était, c'est-à-dire finalement, tout à l'heure, la question était posée, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, ça ne serait pas bien que le médical se pose la question de rencontrer la personne et non pas l'enfermer. Enfin, on va voir tout ça. Je pourrais répondre peut-être au nom de la Société française d'alcoolologie qu'aujourd'hui, la Société française d'alcoolologie demande aux praticiens de rencontrer la personne là où elle en est, et je crois bien que ça répond exactement à la préoccupation actuelle. Donc pour ceux que ça intéresserait, les textes de la Société française d'alcoolologie sont tout à fait visitables et permettent justement, et notamment pour les médecins généralistes, de rencontrer la personne là où elle en est. Donc on est tout à fait dans cette même ligne. Et je crois, moi j'aurais envie, pour poursuivre ce qui a été dit ce matin, que finalement on apprenne encore mieux à se connaître pour pouvoir non pas être dogmatique sur l'arrêt ou la réduction des risques, mais finalement avoir des paramètres qui nous permettent pour une personne donnée, que nous serons plusieurs à rencontrer, de savoir quels pourraient être les programmes à lui proposer et peut-être des programmes qui vont se succéder dans son histoire, parce que peut-être à un moment donné, elle aura besoin d'une hospitalisation, puis elle aura besoin d'un temps de pause, puis elle aura besoin Donc c'est surtout ça. Je vais être bref parce que le temps... Oui. Voilà, donc avec Micheline Clodon, on va vous présenter. Donc on intervient à deux en fait, Micheline Clodon et moi-même. Donc là, je suis plus animateur, je suis voilà, c'est Catherine qui est animatrice. On vous présente le programme Marcel Olivier, qui est un programme qu'on a co-construit avec l'hôpital Bichat, le service d'addictologie dans lequel travaille Micheline Clodon, et avec les accueils de jour, les équipes de tournée d'Eau Captif La Libération. Voilà, donc les objectifs un petit peu qu'on s'est fixés, en fait, dans un premier temps, c'était de pouvoir être en relation avec des personnes qu'on voyait dans la rue, qui avaient des grosses consommations, et avec lesquelles nos tournées, nos équipes de maraude avaient tendance à pas forcément aller à la rencontre. Et je pense que c'est assez vrai à Paris, les équipes de maraude d'intervention sociale, quand on se sont confrontés à des groupes, on parlait des groupes qui font peur tout à l'heure, mais à des personnes qui ont des grosses consommations, eh bien, au lieu d'aller à la rencontre, elles évitent. Donc voilà, nous, on s'est dit comment se donner les moyens, en fait, de pouvoir aller à la rencontre des personnes pour essayer de rompre cet isolement, et puis deux, comment aussi travailler en bonne articulation avec les acteurs de l'addictologie, avec les acteurs hospitaliers, parce que on voyait que la culture d'acteurs de la veille sociale comme nous, et le langage et la manière de travailler, ça rentrait pas forcément en articulation avec les services d'Exapa ou les services d'addicto hospitaliers. Donc on a lancé ce programme et il est parti avec une personne qui intervenait tout à l'heure, Marco Russo, qui lui, à partir de son expérience de travailleur pair et puis ensuite d'intervenant social, a appuyé nos équipes de tournée pour faire ce qu'on appelle l'avance de la parole. Et Micheline nous parlera de cette avance de la parole, c'est-à-dire cette idée en tout cas de ne pas attendre que la personne vienne faire une demande, mais de pouvoir commencer à lui en parler. Ensuite, l'objectif, c'était aussi pour nous d'assurer des accompagnements dans des parcours qui sont souvent complexes parce qu'ils font appel à des acteurs diversifiés. Et le risque, c'est que le fil se rompe à un moment donné et que la personne perde le chemin et perde aussi le fruit de tous les efforts qu'elle a pu mettre. Et puis la dernière chose qui est importante pour nous dans notre projet associatif, c'était d'apporter un étayage relationnel qui permette à la personne accompagnée de retrouver du sens dans ses démarches. Et ça, pour nous, c'est vraiment fondamental.
un parcours social, un parcours sanitaire et social, sans permettre à la personne d'avoir un entourage relationnel qui va l'aider à générer, à retrouver du sens à son existence, finalement, c'est presque absurde. Donc, tout l'enjeu aussi dans ce programme, c'est notamment par la présence des bénévoles qu'on forme et qu'on met en responsabilité, c'est de permettre aux personnes de se retrouver avec un vrai étayage relationnel. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Donc je parlais de Marco Russo avec la mise en place d'un travailleur pair en alcoolologie en 2008. Et puis ensuite, on a fait un premier conventionnement de partenariat avec le GH Larry Boisière en 2013. Oui, pardon, Bichat. Bichat. Pas du tout. Bichat. Et ça, je crois que c'est aussi un point important, c'est que nos services de la veille sociale doivent choisir, identifier des partenaires qui soient solides, qui ne soient pas forcément très nombreux, mais avec lesquels il y ait vraiment un travail conjoint. Et c'est ce qu'on a pu faire avec le GH Bichat à partir de 2013, avec un conventionnement de partenariat. Micheline en parlera aussi, je pense. Et puis, on a avancé avec le développement d'un programme de formation pour les salariés et les bénévoles. Voilà, on dit souvent les professionnels salariés puis les bénévoles amateurs. Non, je crois que les bénévoles doivent aussi être professionnels dans le sens où ils doivent avoir des formations, des compétences, une animation qui leur permet de bien exercer les missions qu'ils ont choisies et qu'on leur a données surtout. Ensuite, on a avancé avec l'ouverture d'un poste de travailleur social addictologue en soutien aux équipes des accueils de jour et des maraudes d'intervention sociale. Voilà, on n'avait pas la possibilité d'avoir dans chacune de nos équipes des compétences en addictologie. Donc on a mis en place un programme transversal qui nous permet d'avoir une ressource partagée sur nos différents accueils de jour, et ce qui permet aussi d'avoir une approche pluridisciplinaire des personnes qu'on rencontre, qu'on accueille, qu'on accompagne. Et on voit à quel point, et les travailleurs sociaux le disent, à quel point c'est important pour eux d'avoir en interne ces compétences de soins, de psychologie, d'addictologie, pour avoir des accompagnements qui soient cohérents. Et puis enfin, voilà, on a mis en place des référents dans les équipes, qui sont chez nous des référents bénévoles, voilà, qui sont les garants de la prise en compte du sujet alcool dans le service où ils sont. Et enfin, en 2016, on a avancé avec le recrutement d'un psychologue addictologue de liaison. Avant, on avait un travailleur social addictologue qui avait un DU et qui avait développé une compétence. Et puis là, on a changé avec un psychologue addictologue de liaison en soutien aux équipes des accueils d'accueil de jour et maraudes d'intervention sociale. Donc ça, c'était la première partie de notre programme Marcel Olivier, qui est donc vraiment la dimension un peu amont, la dimension liaison, aller vers. Et puis on a une deuxième partie qu'on a développée à partir de début 2016, qui est l'espace Marcel Olivier. Pourquoi on a créé ce lieu ? On l'a créé parce qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de personnes qu'on avait pu accompagner, qui étaient rentrées dans des structures d'hébergement, qui étaient en logement adapté, finalement se retrouvaient souvent isolées. Et on pouvait avoir tendance, une fois qu'elles étaient, semble-t-il, stabilisées, à baisser un peu la garde et puis à réduire l'accompagnement. Et en fait, on s'est aperçu que certaines de ces personnes se retrouvaient face à un grand isolement, un vide intérieur qui les mettait en difficulté. Et on a un peu pris le modèle du groupe d'entraide mutuelle, qui n'existe pas pour l'addictologie, mais en tout cas qui fonctionne bien en psychiatrie, pour ouvrir ce lieu avec 3 objectifs encore: restaurer l'estime de soi et permettre le développement de la capacité d'agir de personnes qui sont, vous le savez, particulièrement carencées, favoriser un maintien dans les soins et dans l'hébergement, et puis en le faisant à l'intérieur d'un lieu non médicalisé où on le se sent chez soi, sur le modèle des GEM.
Et donc, qu'est-ce qu'on a mis comme ressource depuis 2016, je le disais, un lieu ouvert chaque matin au métro Bonne Nouvelle, ça ne s'invente pas, mais c'est plutôt une belle invitation. Et puis, une équipe avec une travailleuse sociale qui est en animation de l'équipe, du lieu, une psychologue addictologue, une art thérapeute qui interviennent en temps partiel, 2 services civiques et puis 5 bénévoles. Cette équipe permet la mise en place d'accompagnement en mode collectif et individuel. Voilà. Et puis l'idée étant de travailler, de faire un travail partenariat avec les services orienteurs pour réaliser véritablement des accompagnements partagés. Voilà, donc on tâtonne parce que ça fait finalement qu'1 an et demi qu'on a ouvert ce lieu, mais on voit bien à quel point il est important de garantir à ceux qui ont fait un accompagnement, qui sont rentrés dans les soins, qui sont en hébergement, de ne pas tout d'un coup ne plus avoir ce soutien dont ils avaient pu bénéficier pendant très longtemps lorsqu'ils étaient encore à la rue. Voilà, je vais passer la parole à Micheline Clodon qui va pouvoir dire un petit peu, elle, ce qu'elle a pu transférer de son expérience clinique aux équipes bénévoles, puisque Micheline Clodon intervient auprès d'un grand nombre d'associations de la veille sociale à Paris. Oui, merci beaucoup François. Donc je tenais à poindre un certain nombre de points que tu as pris. Déjà, en effet, tu as évoqué le partenariat avec les captifs et la place de Marco dans cette place. En fait, étant dans le 18e, la population précaire était notre quotidien. Donc je tâtonnais, comme tu dis, et sans très bien savoir comment faire. Et puis un jour, Marco est venu me voir et m'a dit « Mais pourquoi vous ne vous occupez pas plus spécifiquement des précaires ? Parce que je crois que vous le faites un peu. Et moi, je suis travailleur social, je travaille aux Enfants du Canal. Et moi, je suis dans la rue, pas vous. Et on pourrait faire une équipe gagnante. » Et j'ai dit banco, j'ai vu ça avec mon institution, à condition qu'on puisse évidemment permettre aux personnes que nous accueillons de pouvoir mettre en place un programme où elles donnaient évidemment tout à fait leur aval, et surtout pour pouvoir ne pas retourner dans la rue. Donc on a beaucoup bricolé pour permettre d'avoir des lieux d'hébergement d'une durée, mais il manquait en effet ce dispositif de suite qui a été l'espace Marcel Olivier, qui aujourd'hui est constitué, parce qu'on est bien conscient qu'évidemment l'objectif n'est pas, et je crois que ça fait longtemps, moi quand j'entends parler de réduction des risques, je trouve ça c'est très très bien que ça soit prôné aujourd'hui, parce que comme le disait mon maître et mon ami, que certains d'entre vous ont peut-être eu la chance de connaître, qui était le docteur Gérard Vachon-France, il disait, mais tu sais, moi, j'y arrive pas à ce qu'ils s'arrêtent. Alors, je les accompagne, ça, c'était il y a plus de 25 ans. Je les accompagne en réduisant leur consommation. Et puis, ça se passe pas si mal. Mais vous voyez, à cette époque, il fallait faire ça sous le manteau parce qu'on avait la désapprobation de nos pères et on faisait tout ça. Mais finalement, à l'époque, on n'était pas très fiers de faire ça et c'était plutôt pas être dans la ligne droite. Mais en tout cas, c'est important de dire qu'on était bien conscient qu'une partie des patients ne pourrait pas s'arrêter. D'ailleurs, que peut-être ce n'était pas souhaitable. Oui, tu as le... Vas-y. Voilà. Alors, vous avez bien compris qu'un des points, et c'était cette fameuse histoire de la demande. Je sais parmi vous qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux et qu'aux travailleurs sociaux, on leur a appris, mais nous aussi, les psychologues, on nous disait ça. Tant qu'une demande n'est pas clairement formulée, c'est pas la peine d'y aller, ça ne marchera pas. Voilà, donc attendez une demande. Et moi, petite psychologue clinicienne à l'époque dans un hôpital, ce que je voyais, c'est qu'à attendre la demande, les patients, ils en mouraient. Donc c'est comme ça qu'est née l'équipe de liaison, c'est-à-dire un autre maître qui était le docteur Malka
m'a dit à l'époque, on risque pas grand-chose d'aller au devant de la demande, hein, d'aller les rencontrer, parce que de toute façon, comme ils ne demandent pas, ils en meurent, et on risque pas tellement de faire pire en allant les rencontrer. C'est comme ça qu'on a découvert que peut-être plus que le refus de soins et d'accompagnement, c'était l'impossibilité de formuler une demande, et on va voir les différentes raisons pour lesquelles on ne peut pas formuler une demande. Donc aujourd'hui, j'espère que cette question de la demande, en tout cas, va faire l'objet d'une vraie réflexion, et que de poser qu'est-ce que c'est que la demande, et peut-être que derrière une demande, il y a une demande implicite à défaut d'être explicite. Et Marco m'a beaucoup aidé dans cette formulation où il me disait mais cette demande elle existe, et moi je l'ai entendue auprès des personnes que j'accompagne, à condition bien sûr qu'il y ait, et vous l'avez tous dit ce matin, un lien fort qui se soit établi. Et ça, je crois qu'il faut vraiment revenir là-dessus. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas si ce constat est gai ou triste, mais en tout cas, je pense que les addictologues que nous sommes, on intervient beaucoup trop tard, et que c'est vous tous, les travailleurs sociaux, qui êtes proches de la personne, qui devez vous former en addictologie pour pouvoir accompagner la personne et créer ce lien qui va être finalement la survie de la personne, en tout cas la survie psychique. Alors, pour le faire, il faut évidemment oser aborder la question alcool. Et là, le problème, j'en connais un certain nombre d'entre vous dans la salle, et ceux qui m'ont déjà entendu sur le sujet, je vous prie de m'excuser, mais vous savez que c'est mon dada. Hein. Les fameuses « mes petits cerveaux parleront à beaucoup ». Qu'est-ce qui représente ces deux cerveaux? C'est les représentations qui traversent l'intervenant comme l'usager. Vous voyez, avant qu'on puisse aborder la question alcool, il faut déjà avoir bien conscience que dans la tête de l'un comme de l'autre, il y a des représentations, et des représentations qui sont souvent extrêmement jugeantes et négatives. Hein. Si on interroge, si on fait un micro-trottoir en disant « Et pour vous, qu'est-ce qu'un alcoolique ?» on va avoir « c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui… » En tout cas, c'est tellement difficile qu'on voit bien en entreprise combien c'est difficile de pouvoir aborder la question de l'alcool. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un de notre maison qui est l'assistance publique. On a beau être soignant à l'assistance publique, on ne va pas pour autant pouvoir demander du soin. Et bien au contraire, justement parce qu'on est soignant, il va falloir qu'un tiers, et notamment un travailleur social, par exemple, fasse l'avance de la parole. Donc vous voyez ces représentations. Le schéma, ça montre qu'elles sont très actives et qu'elles nous dépassent. Alors, ces représentations, il va falloir que toute personne qui souhaite entrer en relation avec quelqu'un qui a une problématique alcool s'interroge sur là où elle en est de ses propres représentations. Il n'est pas question de pouvoir aborder la question, quel que soit l'objectif, réduction des risques ou accompagnement vers un arrêt, si on ne s'est pas posé la question de savoir où on en est de ses propres représentations, et d'avoir fait un travail personnel à minima sur « et moi où j'en suis ». Parce que tout à l'heure, beaucoup d'intervenants l'ont dit, mais on a tous, en effet, dans nos proches, dans nos accompagnements, quelqu'un en difficulté avec l'alcool, et particulièrement quand on s'occupe de personnes dans la précarité, on ne peut pas s'empêcher de se dire « mais comment on est arrivé là ?» Et mon père et mon frère et mon cousin qui boivent trop, à quel moment on bascule? Et ça, je pense que c'est tout à fait fondamental d'aborder la question avec les bénévoles, avec les travailleurs sociaux, si on veut accompagner les personnes sur la problématique alcool. Alors, pourquoi faire l'avance de la parole? Eh bien, en effet, ça a été dit ce matin, l'avance de la parole, donc c'est ne pas attendre cette demande et avoir peut-être l'idée que la personne, elle veut en tout cas créer du lien. Alors, pourquoi? On l'a entendu, c'est une solution avant d'être un problème. Alors oui, dans cette approche, c'est fondamental quel que soit l'état de dégradation de la personne, de se dire en quoi ça a été une solution dans sa vie. Et c'est vrai d'ailleurs de toutes les conduites addictives. Cette personne qui a consommé des produits, qui a des comportements addictifs, ça a été d'abord une solution avant d'être un problème. Et on ne pourra l'accompagner que si on a des idées sur cette solution et lui proposer. L'avance de la parole, ce n'est pas décider pour elle, c'est savoir que ça a été dans sa vie une solution avant d'être un problème, et de pouvoir nommer les fonctions de ces produits dans sa vie. Donc, c'est aussi bien sûr accepter l'ambivalence. Pourquoi est-ce qu'il y a un programme de réduction des risques? Parce que certains ne peuvent pas quitter, pas tous, et certains vont au contraire
je vois parmi dans la salle beaucoup d'amis des mouvements d'entraide que je salue, et il ne soit pas question qu'eux se disent ben, nous maintenant on est à partie congrue et on a fait le choix d'arrêter, alors comment on va avoir la parole? Vous allez l'avoir, croyez-moi, et comptez aussi sur moi, mais l'important c'est de prendre justement tous les discours et ne pas être sectaire sur l'un ou l'autre. Et évidemment que dans ce parcours, et ça Marco me l'a encore appris, c'est poser la relation comme inconditionnelle. Quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas forcément là où on va le conduire, mais là où on sait, c'est qu'on va poser la relation comme inconditionnelle. J'ai vu tout à l'heure Bérénice Billot, qui a été une grande partenaire des captifs tout à l'heure dans la salle, et elle doit se souvenir d'une rencontre. Elle avait accompagné une personne des mois, parce qu'il faut savoir que tant Marco que tous les bénévoles ou les salariés des captifs qui nous adressent des usagers les accompagnent des mois avant qu'ils arrivent vers du soin. Hein. C'est une relation qui est de proximité. Et Bérénice vient avec cette personne, et pendant tout le temps de l'entretien, elle ne regarde que Bérénice, et moi j'étais là, et à la fin, d'abord elle me dit, je demande bien sûr, est-ce que vous voulez que Bérénice reste? Elle dit oui, oui, bien sûr, et c'était une belle illustration de ce qui se passe dans la relation inconditionnelle, et à la fin de l'entretien, je dis, mais madame, qu'est-ce que vous souhaitez finalement? Vers où vous voulez qu'on aille? Et là, elle regarde Bérénice et elle lui dit, t'es contente, hein? T'as vu, j'ai été la voir, la dame. Vous voyez, je crois que c'est une très très belle illustration, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse travailler ensemble, mais travailler ensemble avec votre accompagnement. C'est vous qui connaissez les usagers. Nous, hélas, le temps nous est compté, voilà. Et quand on les voit, on est déjà très tard. Et donc, c'est avec vous en amont et en aval. Donc, cette relation, c'est aussi... bien sûr qu'il y a, je ne vais pas, même si je tiens très fort à mon institution assistance publique, je ne vais pas dire que tout se passe merveilleusement bien, mais il y a aussi des endroits où peut-être on peut considérer que les gens sont accueillis et que justement, à cause de ce travail en amont fait par vous tous, la personne va pouvoir être accueillie et on va peut-être choisir avec elle ce qui va pouvoir lui convenir le mieux. Alors, au-delà de l'avance de la parole, il va aussi falloir, et ça a été mon expérience de clinicienne auprès des patients dépendants de l'alcool, faire une avance de la confiance. On va poser que la relation est non seulement inconditionnelle, mais que la personne, on va lui faire confiance en amont. On ne va pas lui faire confiance à condition qu'elle réussisse un programme. Et c'est parce qu'on va lui faire confiance qu'elle va aller là où elle le souhaite. Mais si on admet que dans un certain nombre de ses parcours, il y a une carence constitutionnelle, il va aussi falloir se lire comme potentiellement capable dans le regard de l'autre. Et là aussi, dans le travail social, l'autonomie a eu beaucoup il fallait être autonome, mais on ne peut pas demander à un dépendant d'être autonome. Il deviendra, surtout s'il lit dans notre regard une certaine confiance. Donc, accepter la présence d'un tiers, ça va justement permettre qu'on soit une triangulation et que progressivement, la personne nourrisse en elle là où elle va vouloir aller. Et pour savoir là où elle va aller, il va falloir installer un suivi. Moi, je crois que ça, c'est le fondamental. Hein. Aujourd'hui, dans les formations en addictologie, je dis retenez deux choses. La première, c'est que c'est une solution avant d'être un problème. Et la seconde, c'est que c'est une maladie de la relation qui se soigne par la relation. C'est-à-dire que si on admet ce postulat de base, eh ben on va peut-être pouvoir accompagner la personne. Alors, le partage de nos expériences, il va falloir le faire évidemment avec tous ceux qui savent de l'intérieur. Moi, aujourd'hui, je porte un projet assez ambitieux qui est les patients experts en addictologie. Il y en a dans beaucoup de domaines, vous savez, en diabétologie, mais en alcoolologie, on avait peur que les patients reboivent. Hein. Alors, prendre des patients experts en addictologie, c'était audacieux, et aujourd'hui on peut dire que les patients experts ont une place tout à fait fondamentale, y compris pour former les soignants, hein, et ça je crois que c'est important. Donc on demande à nos patients experts leur avis et ils vont le donner cet après-midi à l'atelier. Un patient expert en addictologie va nous faire l'amitié d'être présent parmi nous. On va aussi partager avec ceux qui expérimentent tous les parcours dont on a parlé depuis ce matin, ce qui va nous permettre de s'ajuster au mieux aux besoins des usagers. Pour conclure, moi, j'ai envie de vous partager la phrase d'une dame pour qui j'ai une énorme admiration
et finalement qui peut-être va tous nous réunir, en tout cas sur ce projet. Louise Nadeau qui nous dit « Peu importe la manière dont on s'occupe du patient, l'important c'est de s'en occuper, car ce qui compte, c'est une présence forte et impliquée. Le patient, lui, a besoin de quelqu'un en qui faire confiance et qui le sécurise. Le patient prend ce qu'il veut en nous, là où il a besoin de s'attacher. » Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième intervention. Alors la première bousculait le principe de la demande et introduisait le travail avec la non-demande. La deuxième intervention va bousculer le principe de « il n'y a pas d'urgence en addictologie » pour montrer combien on peut rebondir sur une demande qui est ce qu'elle est, faite en urgence. Donc merci à l'équipe de Fernand Vidal de nous présenter leur expérience et nous la décrire. Merci. On va se présenter et ensuite on fera un peu un tour des différentes modalités de prise en charge qu'on a pu mettre en place dans le service pour essayer de répondre à cette question de l'urgence en addictologie. Voilà, donc moi je suis Julien Azuard, je suis un des médecins du service qui m'occupe particulièrement de la salle d'hospitalisation qui prend en charge les urgences addictologiques, en tout cas les patients par les urgences. Voilà. Bonjour, Jean-François Morelli, je suis assistant social dans le service d'addictologie et qui prend en charge les patients qui viennent des urgences. Bien, bonjour à tous. Donc Franck Kestel, 3e larron. Donc je suis également médecin, addictologue. Je suis responsable de l'unité d'hospitalisation de médecine à orientation addictologique de l'hôpital Fernand Vidal. Donc on va faire un numéro à 3 voix. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs, en particulier Eric Ispar, qui n'est pas là, mais qui nous a permis de présenter cette expérience ici aujourd'hui. Je voudrais donc vous faire part de cette expérience en sachant que le point de départ de notre expérience hospitalière, ce n'était pas de cibler des populations précaires ou des populations démunies. C'était au contraire de proposer une offre de soins qui n'existait pas encore beaucoup en addictologie et qui allait peut-être à l'encontre d'un certain nombre de dogmes encore courants, mais qui semblent être de moins en moins présents. Et ces 2 dogmes, c'était justement l'idée que cette demande de soins devait être recueillie et qu'il n'y avait une nécessité à ce que cette demande soit formulée avant de proposer des soins. Donc je suis très heureux de ce qui a été dit précédemment parce qu'on est tout à fait dans le sujet, c'est-à-dire que attendre la demande, attendre une demande explicite, c'est effectivement parfois condamner le patient, condamner l'usager, puisqu'on a tous perdu des patients, effectivement, parce qu'on a trop attendu et que la demande n'est pas venue. Et qu'à côté de cette demande explicite, il y a évidemment une demande implicite, une demande masquée, une demande maquillée qu'il faut savoir reconnaître, notamment dans des situations de crise, dans des situations aiguës, dans les services d'urgence. Et c'est vrai que les urgentistes ne sont pas forcément suffisamment disponibles, et c'est évidemment pas un reproche que je fais, mais suffisamment disponibles pour décrypter cette demande. Le deuxième dogme contre lequel nous avons voulu un petit peu nous élever, c'est l'idée qu'il n'y avait pas d'urgence, en addictologie, et qu'il fallait, coûte que coûte, que le patient exprime une motivation et qu'un délai de réflexion était souvent nécessaire pour pouvoir rentrer dans la filière de soins addictologiques. Alors moi, je m'inscris en faux, je ne suis pas le seul, je pense qu'il y a des urgences en addictologie. Il y a des situations de crise addictologique qui justifient une réponse immédiate. Il y a des situations somatiques, des complications somatiques qui engagent le pronostic vital du patient immédiatement. Je pense notamment à la crise convulsive de sevrage, la convulsion de sevrage chez des patients très dépendants à l'alcool,
qui convulsent dès qu'ils essayent de diminuer leur consommation. Ces patients-là, quand ils quittent l'hôpital, ils sont en danger immédiat. Et il se trouve que j'ai travaillé aux urgences avant de faire de la dictologie et j'ai vu certains patients quitter les urgences. Je suis obligé de vous dire que j'étais fortement inquiet pour eux et pas forcément très fier de les voir repartir. Donc l'idée d'un dispositif d'aval des urgences qui permet de capter le patient là, à ce moment-là, lorsqu'il arrive aux urgences, dans son parcours addictologique, c'est peut-être un moment essentiel qu'il ne faut pas rater. Et que dans la trajectoire d'un patient qui a une addiction, et en particulier qui est alcoolodépendant, puisque c'est de ça dont on parle, le passage aux urgences est peut-être un élément clé dans la trajectoire qui permet d'aller chercher le patient et de l'amener vers une filière de soins spécifique. Voilà, c'était un peu ça l'idée de cette filière d'aval addictologique des urgences, en sachant qu'il y a par ailleurs à Fernand-Vidal une tradition, je dirais, ancienne, qui est celle de s'occuper de prendre en charge des patients toxicomanes, de prendre en charge des patients alcoolodépendants, ça depuis les années 70, et que les urgentistes, les réanimateurs, ont toujours travaillé avec les services d'aval, c'est-à-dire que les psychiatres, les services de médecine interne aval des urgences. C'est une tradition à Fernand-Vidal où il y avait des urgences toxicologiques, une réanimation toxicologique, et puis des services d'aval qui étaient évidemment un service de médecine ou un service de psychiatrie. Donc cette interface, ce lien avec les urgentistes, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps dans la maison et qui n'a pas disparu avec la fermeture des urgences toxicologiques ou de la réanimation toxicologique qui, comme vous le savez peut-être, a déménagé sur la Riboisière. Donc cela étant dit, nous avons pensé cette filière d'aval, d'urgence, cette filière d'addictologie aiguë, pas du tout en pensant a priori aux exclus et aux précaires. C'est-à-dire qu'on s'est dit que probablement, en mettant à disposition cette offre de soins, on allait probablement effectivement capter des patients précaires, des patients exclus, mais il y a aussi évidemment des patients tout à fait insérés qui justifient cette offre de soins. Alors effectivement, nous avons capté des patients précaires et ces patients précaires qui finalement étaient demandeurs de soins de façon plus ou moins explicite ou plus ou moins implicite, et on a eu à les prendre en charge. On s'est rendu compte que ces patients-là, finalement, ils étaient relativement peu pris en charge par ailleurs, et en tout cas, on se demande bien où ils allaient quand ils quittaient les urgences. Donc on va vous présenter ce dispositif en essayant de vous en décrire les intérêts, mais aussi les grandes difficultés, parce que cette filière, cette offre de soins, évidemment, pose un certain nombre de problèmes, d'aval en particulier, de réponses. Et c'est probablement là qu'il faut qu'on améliore le dispositif dans le cadre d'une collaboration incluant tous les acteurs de santé, les travailleurs sociaux, les structures de la précarité qu'on a appris à connaître et qu'on a eu du mal à repérer, à comprendre. Hein. J'avoue que le dispositif de l'exclusion, de la précarité, on a mis beaucoup de temps à comprendre qui faisait quoi, quels étaient les prérequis pour pouvoir accéder à telle ou telle structure, quelles étaient les pratiques. Et finalement, on apprend en tâtonnant à travers des histoires cliniques. Mais c'est probablement là-dessus qu'il faut qu'il y ait un vrai travail de synthèse, de collaboration pour mettre en place des filières fluides, souples, le moins rigides possible. Donc le premier dispositif dont je voulais vous parler, c'est la consultation de post-urgence. Donc la consultation de post-urgence a été un petit peu évoquée par Bertrand Galichon lors d'une intervention précédente. Donc cette consultation de post-urgence, le principe, c'est qu'un patient qui vient aux urgences avec un problème d'addiction, en particulier, puisqu'on va s'intéresser aux patients alcoolodépendants, qui vient aux urgences
pour soit une demande de prise en charge, soit une complication somatique en lien avec son addiction, et qui ne justifie pas, a priori, immédiatement d'hospitalisation, faire en sorte que cet usager ou ce patient, je ne sais pas ce qu'il faut dire, ça aussi c'est un vocabulaire auquel il faut qu'on se familiarise, mais en tout cas que ce patient puisse bénéficier rapidement d'une réponse addictologique et que le fait qu'il ne nécessite pas d'hospitalisation n'entraîne pas nécessairement un rendez-vous à 1 mois ou 2 mois qui n'a pas beaucoup de sens pour un certain nombre de patients. Donc l'idée, c'était qu'il soit vu très très vite, dans les 48 heures, après un passage aux urgences. Donc cette consultation de post-urgence, elle a connu assez rapidement un franc succès. Donc on est vous voyez, à peu près à 300 consultations par an, avec un profil qui est plutôt un homme, prédominance masculine étant habituelle, plus jeune que les patients qu'on hospitalise, et ça aussi c'est bien normal, puisque ce sont des patients qui n'en sont pas encore au stade de la nécessité d'être hospitalisés. Donc ils sont probablement plus en amont dans leur histoire addictologique. Comme je vous l'avais dit, et ce n'est pas une surprise, beaucoup de ces patients-là, à peu près 50%, ont une problématique sociale plus ou moins grave. Alors, ce n'est pas tous des patients exclus, bien entendu, hein, ils ne sont pas tous à ce stade de l'exclusion, mais en tout cas, il y a une précarité avec différents niveaux de précarité qui compliquent, bien entendu, la prise en charge, l'offre de soins qu'on peut leur proposer. Alors, quel est l'objectif de cette consultation de post-urgence ? C'est déjà de créer un lien thérapeutique, sachant qu'ils ne sont pas obligés de venir. Hein, donc, vous avez bien compris qu'ils venaient spontanément. Et donc, que ces patients-là sont malgré tout dans une demande, et que le fait d'avoir proposé cette offre de soins, qui ne correspondait pas d'ailleurs nécessairement au motif pour lequel ils sont venus aux urgences, montre bien que la demande elle est parfois plus implicite qu'on l'imagine. Donc créer un lien thérapeutique, essayer d'établir un projet thérapeutique, addictologique, éventuellement faire un bilan, bien entendu, des complications, enfin un bilan somatique, médical, psychiatrique, éventuellement proposer un sevrage, sevrage ambulatoire, si la question se pose, si c'est le souhait du patient, et puis faire évidemment un point social. Donc ça suppose des interventions multidisciplinaires. C'est d'ailleurs plutôt les infirmières du service. Donc je vois Chloé Poupeau qui est là, à laquelle je rends hommage puisqu'elle est un peu le pilier de cette consultation. Donc ça tourne autour, bien entendu, d'un personnel paramédical, des médecins qui changent tous les jours, mais aussi des travailleurs sociaux, sachant qu'on n'a pas de poste dévolu pour cette consultation de post-urgence et qu'on fait appel aux travailleurs sociaux qui travaillent sur l'hospitalisation. Et donc cette prise en charge multidisciplinaire, elle est un peu chaotique, un peu balbutiante, faute de moyens. Et bien entendu, l'efficacité de la réponse qu'on va donner est très proportionnelle à la situation sociale du patient. C'est-à-dire que plus le patient est dans une situation de grande précarité, plus les réponses qu'on peut lui donner sont compliquées à mettre en œuvre. Hein, vous imaginez bien qu'un patient qui n'a pas de couverture sociale, qui est en situation irrégulière, qui est très alcoolodépendant, qui ne parle pas la langue, celui-là, en une demi-heure, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas des relais ? Et c'est bien entendu tout l'objet, je crois, de cette journée. Voilà pour ce qui est de la post-urgence. Donc je passe la parole à Julien Azoard, donc, qui lui s'occupe de l'hospitalisation. Voilà, donc on a, enfin, comme le disait Franck, c'est la tradition de Fernand Vidal qui a fait qu'à partir d'un service d'addictologie conventionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire un service qui hospitalisait les gens pour des sevrages de façon programmée, après une préparation en consultation, comme on l'a toujours fait, parce qu'il y avait un dogme qui disait, voilà, on n'hospitalise pas quelqu'un en urgence, on programme un sevrage, on le prépare en amont. Voilà, à partir de ce service d'alcoolologie qui était rattaché à un service de médecine interne, avec l'appui de Franck, le service s'est transformé au fur et à mesure en un service d'aval des urgences à orientation addictologique.
Ce qui fait que voilà, dans cette aile de 24 lits, maintenant on hospitalise les gens via les urgences ou via la réanimation. Et également, à partir de la consultation post-urgente dont vous parlez juste avant, il y a à peu près 50% des patients qui vont en consultation post-urgence qui vont être hospitalisés à un moment ou à un autre. Donc la consultation post-urgence peut aussi servir de zone un peu tampon qui va permettre de ne pas forcément prendre tous les patients qui viennent des urgences avec une problématique addictologique parce qu'il y en a beaucoup trop et parce que le patient qui est aux urgences ne voit pas forcément tout de suite l'urgence et n'accepte pas forcément une hospitalisation tout de suite. Alors, juste pour revenir sur la consultation post-urgence, les patients, on essaie de les voir en 48 heures, mais en moyenne, ils arrivent en 4 jours. Voilà, donc il y a quand même un laps de temps entre le passage aux urgences et le moment où ils vont se décider à la consultation post-urgence, qui est un moment intéressant où voilà, il y a une réflexion qui a fait son chemin. Donc voilà, on prend des patients des urgences, des patients de la réanimation, des patients de cette consultation post-urgence, et de plus en plus, en développant les liens avec les structures sociales, les structures de réduction des risques, voilà, les travailleurs sociaux d'autres structures, on commence à un peu fluidifier aussi l'hospitalisation directe depuis ses partenaires. Voilà, et c'est pour ça aussi que dans cette journée, on va essayer de fluidifier dans un sens comme dans l'autre. Les indications de ces hospitalisations, l'urgence somatique, c'est une indication qui est indiscutable, mais qui l'a toujours été. C'est-à-dire que hospitaliser quelqu'un pour une pancréatite aiguë, ça n'a jamais été très difficile. On l'hospitalise dans un service d'hépato, on l'hospitalise dans un service de médecine interne, mais voilà, on n'a pas forcément les moyens de s'occuper de la problématique addictologique. Alors les équipes de liaison sont là pour ça, évidemment, mais les services ne font pas toujours appel non plus aux équipes de liaison, donc c'était le problème. Une indication qui est plus discutée, pas discutable, mais discutée, c'est l'urgence addictologique, parce qu'elle n'est pas définie. Alors on essaie de définir ça, parfois on se trompe, mais il y a certains patients qui n'ont pas forcément une complication aiguë, somatique, et qui va falloir, par la force des choses, hospitaliser pour une raison addictologique. Et voilà, une crise addictologique, une crise aiguë, voilà, une dégradation de l'état général, social assez aiguë. Voilà, mais c'est encore... au fur et à mesure, on a hospitalisé ces gens dans le service un peu de façon intuitive, et on essaie de un peu mieux définir les critères pour être un peu plus précis là-dessus. Alors la grosse limite qu'on a avec ce service d'hospitalisation aiguë en aval des urgences, c'est que c'est un service MCO, un service qui n'est pas un service de psychiatrie et qui donc a une limitation dans le temps pour une question de règlement, pour une question de financement, qui est une limitation à 15 jours à peu près. Et donc, on va avoir cette problématique de l'aval qui va être assez importante. On en parlera après. Pour être un peu pragmatique sur l'usage, sur l'intérêt de cette hospitalisation en urgence, on est allé regarder du coup que devenaient ces patients qu'on hospitalisait en urgence et si ça valait vraiment le coup. Alors comme le disait Franck tout à l'heure, en hospitalisant en urgence, on ciblait pas forcément les exclus, les précaires, mais en regardant précisément, en comparant les groupes de ceux qu'on hospitalisait à partir des urgences et ceux qu'on hospitalisait de façon programmée, on s'est rendu compte que statistiquement, significativement, les patients qu'on hospitalisait en urgence étaient beaucoup plus précaires, étaient un peu plus âgés, étaient beaucoup plus comorbides, avaient plus de maladies somatiques. Et donc, c'était des gens chez qui l'hospitalisation a un vrai intérêt. Et pour se rendre compte de l'efficacité, de l'intérêt, on n'est pas allé regarder, on est dans une logique de réduction des risques, on n'est pas allé regarder le taux d'abstinence après la sortie d'hospitalisation. On est allé regarder si ces patients revenaient en consultation après cette hospitalisation, si l'urgence et l'hospitalisation en urgence avaient pu être une porte d'entrée vers le soin addictologique. En regardant ça, on s'aperçoit que ces patients qu'on prend en urgence, ils reviennent autant que les patients chez qui on avait programmé l'hospitalisation.
Voilà. Qu'il n'y a pas de différence significative de retour en consultation entre ces deux types de patients, ceux qu'on prend par les urgences et ceux qu'on programme. C'est-à-dire que voilà, dans l'année qui suit l'hospitalisation, on a un retour d'à peu près 50 à 60% des patients en consultation qu'ils aient été pris par les urgences ou qu'ils aient été programmés. Voilà, donc dans une population qui est plus précaire, plus malade, en tout cas plus atteinte au niveau des organes et plus âgée, on a un vrai intérêt à les prendre en charge en urgence, à prendre la motivation quand elle est là ou à faire l'avance de motivation afin de les sortir un peu du retour aux urgences perpétuelles et les faire aller vers un service, vers un programme de soins addictologiques un peu plus spécifique. Voilà, mais le problème social va se passer et donc je vais passer la main à Jean-François Morelli qui va vous donner un peu les données et puis proposer des orientations. Donc là, en fait, je vais vous faire un petit bilan sur l'année 2016, sur les personnes que j'ai pu rencontrer. Donc dans le service, j'ai vu à peu près 300 patients dans le cadre de l'aval d'urgence sur 500 patients vus dans l'année. Pour 60% d'entre eux, c'est des personnes que j'ai vues pour la première fois. Donc ça montre aussi que ça peut être l'occasion pour ces personnes d'avoir une rencontre en milieu hospitalier. Donc c'est assez intéressant. Un autre chiffre qui est assez parlant, c'est que pour ces patients vus, les 2/3 n'ont pas d'hébergement stable. Alors j'ai regroupé à l'intérieur les personnes qui sont hébergées, donc un coup chez un ami, un coup chez sa maman, le frère, et les personnes qui sont à la rue. Et en fait, en faisant le bilan, en fait, il y a très peu de personnes qui sont en institution, donc en CHRS, en CTR ou en LHSS. Alors je pense aussi c'est peut-être dû au fait que ça peut être un motif d'être exclu des centres. Donc c'est assez parlant. Et l'autre chose aussi qui est assez parlante, parce que pour pouvoir proposer à ces personnes, faire un projet, donc leur projet, hein, c'est pas mon projet au Sud-Hector, c'est leur projet de vie. Le soin participe à ce projet. C'est d'arriver à ouvrir des droits. Parce qu'on s'aperçoit aussi, là c'est bien, je pense tous on est sensibilisé à cette problématique, mais je pense aussi ce qui serait bien, c'est que d'autres acteurs institutionnels aussi participent à des formations pour pouvoir bien recevoir ces personnes qui sont souvent, sans caricaturer, mais souvent il y a des portes fermées pour des histoires de tutoiement, de mauvaises odeurs ou entre autres, je vous passe les... Donc ça complique ce qu'on peut proposer pour ces personnes. Après, ce qu'on pourrait peut-être, les questionnements, les pistes d'amélioration, c'est aussi ces deux rythmes différents entre le rythme médical, le rythme de l'urgence et le rythme du social. Donc nous, on est des équipes pluridisciplinaires, donc c'est bien. Donc chacun, on confronte nos pratiques, on utilise certains outils de chacun. Donc ça favorise ce qu'on peut proposer. Je crois beaucoup aussi à l'expertise des personnes parce que on part de ça. Et aussi, je pense qu'on doit, ces personnes, parce que souvent, ils ont une expertise du social, c'est-à-dire ils ont rencontré moult travailleurs sociaux, moult éducateurs. Et souvent, moi, comme j'arrive, je suis le 10e, le 15e, donc déjà, j'essaye pas que la personne ait à se raconter. Donc, souvent, je pars d'une conversation, une conversation pour établir un contact. C'est vraiment le cœur du travail. Le reste, après, ça se fait, quand je dis facilement, ça se fait, ça peut mettre du temps, mais c'est surtout cette relation et faire en sorte que la personne ne soit pas, parce que eux-mêmes, bien souvent, parce que c'est plus simple, ils se considèrent alcooliques. Et souvent, moi, je dis, non, t'es peut-être, mais t'as les yeux marrons, t'as les cheveux bouclés. Et ça permet peut-être de mieux soigner, mieux entendre la personne. On parlait des représentations. C'est aussi important de réfléchir parce que, après, culturellement, on a tous eu des rencontres avec l'alcool, que ce soit personnel, dans nos familles, dans nos amis. Donc c'est vrai que c'est important aussi de réfléchir à tout ça avant de rencontrer l'autre.
Après, bon, les pistes, parce que ce qui est important, je pense, c'est ce qu'on peut améliorer. Donc moi, au sein de l'hôpital, comme difficulté, mais c'est aussi source de solution, je dirais c'est ce qui est le problème d'aval, c'est-à-dire après l'hospitalisation, ou la rencontre, c'est pour des patients, donc l'absence de couverture sociale, l'absence de couverture sociale, ça peut nuire au projet. Donc peut-être réfléchir à des modalités d'accès à ces dispositifs de type CMUC ou autre, où on demande beaucoup de papiers. Et pour certaines personnes, ça peut être très très compliqué. Donc peut-être aussi un questionnement avec la sécurité sociale, je ne sais pas. Bon, il y a les passes qui permettent d'accélérer ça, mais pour tout ce qui est aval, ça peut être compliqué quand on sort de l'hôpital qui est un service public. Ensuite aussi, il y a des modalités d'orientation avec tous les systèmes de plateformes de régulation, type SIAO. Donc c'est peut-être très bien, mais pour les cas particuliers, puisque souvent avec les personnes qui ont des maladies addicto, ça peut être compliqué. On peut avoir des solutions, chacun de nous, on connaît, je sais pas, cet hôtel, et toutes ces solutions, elles sont de plus en plus difficiles c'est de plus en plus difficile à avoir accès. Aussi, j'ai envie de parler avec les liens infirmiers. Donc, c'est un dispositif qui est intéressant, mais en fait, l'addicto, la maladie alcoolique, ne justifie pas de pouvoir bénéficier de ces lits. Souvent, c'est avec une comorbidité qu'on va pouvoir bénéficier. Donc, nous, on voit, il y a des personnes qu'on voit où leur état, en 4 ans, j'ai vu des personnes vraiment où leur état de santé s'est détérioré. Et avec leur état de santé, on parlait de capacité d'agir, tout ça. Plus l'état de santé se détériore, plus la capacité pour la personne d'agir sur sa vie devient de moins en moins évidente. Il y a aussi un problème de sectorisation qui est de temps en temps évoqué et qui ne facilite pas le travail. Ce qui se passe bien aussi, c'est quand les personnes arrivent avec des travailleurs sociaux, des infirmiers, des médecins, en amont, notamment avec les maraudes, on fait un bon travail. Il y a des accueils de jour. On s'aperçoit que seul, on n'arrive à rien. On a besoin justement de cet étayage associatif, institutionnel. Et voilà. Voilà, donc pour conclure, juste sur des pistes qu'on pourra évoquer cet après-midi, peut-être sur cette articulation entre l'hôpital et les structures sociales. Voilà, alors d'une part, dans le service, avoir une bonne communication entre les divers acteurs. Et voilà, nous, on a la chance d'avoir Jean-François Morelli qui est proche des patients, qui voit autant les patients que nous. Voilà, donc c'est vraiment un pilier. Mais ensuite, voilà, nécessité de faciliter la communication entre les hôpitaux et les institutions sociales. Donc peut-être un peu fluidifier les rapports avec ces structures sociales, peut-être assouplir les modes de demande d'aval. Au niveau des LHSS, quand tu parlais de sectorisation, c'est que parfois on nous renvoie ça, il n'y a pas de place dans notre lit infirmier parce qu'il n'est pas sectorisé là. On est face à des patients qui sont SDF, qui ont parfois une adresse, mais qui n'habitent pas là. On est loin d'un problème de sectorisation, donc on devrait pouvoir assouplir ça. Voilà. Et quand c'est possible, travailler en amont ces prises en charge. On sait que c'est pas facile. Et puis travailler en amont aussi l'accès aux consultations d'addictologie, parce que voilà, on reçoit aussi et de plus en plus des patients de la part de structures sociales et d'associations, de patients qui vivent à la rue, chez qui on commence un travail addictologique, et dans une logique de réduction des risques, on arrive à les amener à quelque chose de mieux, une réduction de consommation, un retour à la propreté, voilà, plein de choses, des petits objectifs qui sont énormes en fait. Voilà, merci beaucoup.
Bien, après ces deux expériences, on va se donner un quart d'heure à peu près de dialogue et de questions-réponses. Je pense qu'elles vont être nombreuses, donc je vous laisse la parole. Bonjour, Russo-Marc encore. Donc François, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose dans votre première page. La première page sur les... Est-ce qu'on pourrait la voir, la page des captifs? C'est un avis tout à fait personnel. Hein. Dans votre plan de travail, donc, il manque un mot, il manque projet de vie. Il manque ce mot, il est hyper important ce mot. Ce mot, c'est-à-dire que quand on discute avec les gens, qu'on prend connaissance avec eux, il faut savoir ce qu'ils aiment, éventuellement où ils aimeraient retravailler. Ça, c'est hyper important. Et pourquoi pas les bénévoles du suivi, les mettre au départ aussi, pareil. Parce qu'ils vont faire le suivi. Ça serait bien qu'ils soient au courant de toute l'histoire de la personne et suivent le film ensemble, non? Je sais pas. Voilà, donc... Merci beaucoup pour cet ajout. Simplement, effectivement, projet de vie, j'en ai un tout petit peu parlé, peut-être rapidement, en parlant du sens. Donc, effectivement, c'est important. Néanmoins, le terme de projet, parfois, il paraît un peu plaqué aux personnes, en tout cas les personnes qui sont encore à la rue ou qui y sont depuis un certain temps. L'idée, ça va être un peu ce que vous disiez, de recréer un lien un peu sur des choses qui peuvent paraître assez peu importantes, un peu légères, mais de réintégrer la personne dans une relation. Et alors après, effectivement, centre d'hébergement, là, oui, effectivement, je pense que parler de projet, ça paraît nécessaire. Mais est-ce qu'on est dans un lieu qui est plus cadré, qui est pas ouvert, qui est fermé? Voilà. Et puis après, effectivement, les bénévoles. Alors, les bénévoles, effectivement, chez nous, ils sont eux aussi dès le début, puisque dans le mode de maraude d'intervention sociale des captifs intègre généralement des binômes où on a un travailleur social ou un bénévole, ou alors un bénévole très expérimenté, un autre bénévole, c'est plus rare. Voilà. Je vais poser une question. Je suis assistante sociale à la Maraude du Bois de Vincennes, anciennement assistante sociale hospitalière. Donc ce qui s'est dit me parle. Et du coup, je ne sais pas où ça en est réellement maintenant de ce qui existait, de ce qui n'a pu exister. Qu'en est-il des permanences sécurité sociale qui existaient avant à l'hôpital, qui nous permettaient, en tant que travailleur social, de pouvoir justement permettre aux patients d'avoir une prise en charge plus rapide? J'espère que le siège de la PHP, l'ARS se repose à nouveau ces questions, en tout cas, si ce n'est pas en cours. On parlait de la durée d'hospitalisation de 15 jours. Donc je pense qu'on parle de la durée moyenne de séjour à l'hôpital, qui est un gros problème. On parle de temporalité, la nécessité justement de prendre le temps avec ses patients, de mettre en place un projet de soins, de vie. Et à côté de ça, on est confronté à une durée moyenne de séjour de 15 jours, ce qui me paraît dérisoire. Qu'en est-il de cette DMS? Est-ce qu'elle va être supprimée ou pas? Je suis peut-être un peu naïve. Je vais d'abord répondre sur les permanences de la sécurité sociale et je laisserai le docteur vous expliquer pour les DMS. Là, jusqu'à début de l'année, il n'y avait plus de permanence. Donc ça rendait notre travail aussi compliqué du fait des délais. Donc on pouvait passer parce qu'il faut faire preuve d'initiative dans notre travail quotidien. Et on passait jusqu'alors par des associations qui avaient des permanences, donc ça pouvait aider, d'où l'intérêt aussi de se connaître. Et depuis janvier, notre groupe a passé une convention avec la sécurité sociale, la CPM Paris, qui traiterait nos dossiers complets en 10 jours. Donc là, pour quelques dossiers, ça s'est fait. Par contre, il y a toujours autant de difficultés pour les cas particuliers. Donc, où il y a toujours besoin de certaines pièces. Et ça, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas encore de facilité. Je
voudrais juste aussi répondre parce que j'ai quand même oublié de remercier le travail sur ce point fait par les captifs qui, en amont, faisait en sorte que les usagers puissent bénéficier de soins et surtout de soins ultérieurs, donc en aval, pour faire en sorte que les patients qui avaient été hospitalisés puissent bénéficier de soins. Et donc ce temps en amont nous permettait à la fois de nourrir de la relation, parfois pendant plusieurs mois, pour voir avec le patient là où il souhaitait aller, et aussi pouvoir faire en sorte qu'il y ait une prise en charge complète. Donc j'ai oublié, et merci à tous les salariés des captifs qui ont travaillé à ce sujet. Donc je vais tenter de répondre sur la DMS, qui est un peu le nerf de la guerre, la DMS, le représentant de la science publique là-devant. On est un service de médecine interne, médecine polyvalente et de court séjour. Et donc évidemment, on a une feuille de route en termes de durée de séjour. 15 jours dans un service de court séjour, c'est énorme. C'est-à-dire qu'un service de médecine interne lambda, c'est 6-7 jours. Donc déjà, le fait d'avoir cet affichage addictologique, avec la possibilité de prendre en charge les patients dans le cadre de sevrage dits complexes, nous permet, la sécurité sociale nous autorise à garder ces patients 15 jours, ce qui est déjà bien plus que ce qu'on peut leur proposer dans un service de médecine polyvalente ou de médecine interne non addicto. Ensuite, bien entendu, il y a un certain nombre de patients. En 15 jours, c'est très court, surtout si on est sur des patients très comorbides, sur le plan psychiatrique, social ou somatique. Donc 15 jours, c'est très court. On peut quand même faire un certain nombre de choses. Mais on a la possibilité, bien sûr, d'adresser ces patients éventuellement vers des structures de SSR, c'est-à-dire des structures d'aval, où là, ils peuvent rester 1 à 3 mois. Le problème essentiel, c'est que pour pouvoir intégrer ces structures, dans la plupart des cas, il faut que la situation sociale soit à peu près cadrée. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une couverture sociale, il faut qu'ils aient une mutuelle. Beaucoup de ces structures d'aval ne prennent pas les patients avec l'AME. Donc c'est un vrai souci. C'est-à-dire que, évidemment, que si on pouvait facilement trouver un aval sur des durées de séjour beaucoup plus longues, on pourrait être beaucoup plus ambitieux. Alors, c'est vrai ce qui a été dit par Jean-François sur les lits infirmiers, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que les lits infirmiers soient un aval, sauf qu'être alcoolodépendant, ça ne suffit pas pour intégrer un lit infirmier. Il faut avoir la pancréatite ou l'hépatite alcoolique ou les troubles cognitifs. Et pourquoi ? C'est une maladie. Donc Marie, moi je suis éducatrice en centre d'hébergement d'urgence. J'avais une question du coup pour l'équipe de Fernand Vidal. Parce que du coup nous on se retrouve avec des patients, enfin des personnes hébergées qui sont en démarche de soins et qui ont prochainement une entrée en cure. Sauf que entre le moment de l'entrée en cure et le jour où on est, il y a parfois des semaines ou des mois d'attente. Et donc du coup, on se retrouve avec des personnes qui vont aux urgences de l'hôpital de secteur, qui reviennent la nuit ou le jour d'après sans forcément de solution. Donc je voulais savoir si du coup les dispositifs que vous nous présentez là étaient forcément présentés aux personnes qui allaient aux urgences, mais pas forcément à la Riboisière. Et si nous, en tant que travailleurs sociaux, on peut avoir un point d'appui auprès des services d'urgence, quoi. Alors de façon pragmatique, il y a énormément de demandes aux urgences, de toutes les urgences, et c'est pour ça qu'on a organisé ça avec le groupe hospitalier, avec la Riboisière et Saint-Louis, pour qui on arrive à peu près à assumer le flux de demandes, mais déjà on a du mal à hospitaliser directement en urgence depuis les services d'urgence, donc c'est pour ça que la CPU permet de temporiser, mais clairement on ne pourra pas assumer toutes les urgences addictologiques de Paris ou de la région. Donc ce qu'on aimerait plutôt présenter, c'est essayer de généraliser ça. Pour la question précise de l'adressage directement par les structures, alors on a un fonctionnement un peu compliqué avec plusieurs listes en fonction des degrés d'urgence qu'on a du mal à apprécier sur des patients qu'on ne connaît pas. Parce que l'urgence, comme on disait tout à l'heure, c'est pas très bien défini. L'urgence addicto, est-ce qu'elle est plutôt somatique, est-ce qu'elle est plutôt sociale, est-ce qu'elle est plutôt addictologique? Et c'est pour ça qu'on essaie de fluidifier ça en proposant des consultations
de préadmission. Donc généralement maintenant, quand il y a une demande d'admission par les structures, même des structures qu'on connaît très bien, même des intervenants, des médecins qu'on connaît très bien, on essaie de voir le patient assez rapidement pour évaluer nous-mêmes le degré d'urgence en fonction de nous, ce qu'on fait dans le service. Alors 1 mois, ça peut paraître long. Ça allait pas forcément. Quand il y a une urgence, on essaie plutôt d'adresser vers les urgences de la Riboisière et qui estiment eux-mêmes l'urgence et qui nous adressent le patient quand c'est possible. Mais voilà, on essaie de bricoler dans les demandes en attente pour que les urgences soient bien hiérarchisées, quoi. Bon, c'est une question compliquée, hein. Pour ce qui est des usagers de drogue, on a des traitements de substitution qui permettent bien souvent de calmer un peu le jeu et de temporiser, de gérer le manque et de maintenir, je dirais, les patients dans les lieux sans trop de difficultés. Comme vous le savez, pour l'alcool, on n'a pas ces médicaments-là. Et qu'il n'est pas pour le moment question de donner de l'alcool aux patients hospitalisés. Bon, c'est un vrai sujet, un vrai débat qui a été abordé plusieurs fois, mais en tout cas, on n'en est pas là aujourd'hui dans les services d'hospitalisation. Donc, on a une très grande souplesse par rapport à ça, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de cadre rigide, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, bien entendu, des consommations dans le service. C'est jamais suivi d'une sanction immédiate, c'est-à-dire d'une exclusion dans les 10 minutes. Hein, c'est toujours repris le lendemain ou quelques heures après, une fois que le patient a dégrisé, pour essayer de comprendre le sens clinique de cette reprise de consommation. Et je dirais que le curseur, c'est la tolérance par rapport aux autres patients. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est plus tenable de tenir une unité et que les répercussions sur les autres patients, qui ne sont pas tous des patients du même type, du même profil, peut poser des problèmes effectivement de poursuite du séjour. Alors évidemment, on va toujours proposer une alternative. Hein. Si l'hospitalisation ne peut pas se poursuivre, il y aura un suivi de consultation qui sera proposé, voire éventuellement un suivi d'hôpital de jour. Donc il ne s'agit pas, bien entendu, d'exclure sans rien proposer. Aussi, quand ça arrive, il y a toujours la porte du social qui reste ouverte. Donc les patients, enfin, ils ont toujours, ils peuvent venir me voir sans rendez-vous. Après, si je suis disponible, mais voilà, c'est pas, comme le disait le docteur, c'est jamais des exclusions militaires, on va dire. Bonjour, Marie, infirmière dans un service addicto à Fernand-Vidal. Alors moi, ma question, c'est qu'en est-il de la prise en charge des personnes en situation irrégulière souffrant d'une addiction, ayant une addiction à l'alcool ou autres produits? Moi, je voulais juste répondre tout à l'heure à la question précédente, très compliquée, de la règle et de qu'est-ce qu'on fait des personnes qui consomment. Parce qu'on a eu justement cette expérience avec les captifs. On a beaucoup tâtonné, hein, on a un partenariat ancien. Et à un moment donné, nous, on avait un contrat de sevrage qu'on faisait signer. Et on a, avec les patients que nous adressaient les captifs, décidé qu'il n'y avait plus ce contrat. Ils pouvaient descendre comme ils voulaient parce que c'était trop difficile pour eux. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment en parlant avec les patients experts, que c'était pas souhaitable, y compris pour les patients, où ils nous ont dit, mais écoutez, on est dans une maladie des limites, et si à un moment donné, on ne nous aide pas en nous donnant des limites et en troquant la relation par rapport aux produits, on n'y arrivera pas. Donc vous voyez, je trouve que c'est en pleine réflexion, et ça dure 5 jours, mais pendant ces 5 jours, on est revenu
part la parole posée sur des patients experts, disant mais là vous faites n'importe quoi, parce qu'il y a en bas du service tous les dealers qui sont là et vous exposez les patients en leur permettant de sortir. Donc voilà, j'ai pas de réponse aujourd'hui, mais je vous fais part de cette expérience parce qu'elle nous avait beaucoup troublés à ce moment-là. Alors, sur la question de Marie sur les personnes en situation irrégulière et leur prise en charge, c'est évidemment un gros problème dans la prise en charge, cette absence de prise en charge sociale initiale, c'est-à-dire qu'on part avec tous les handicaps possibles au départ. Voilà, on a une personne qui est souvent à la rue, qui est souvent sans aucune prise en charge sociale et sans papier. Donc, le temps, on parlait de la temporalité, voilà, si de façon pragmatique, il va falloir 1 an pour pouvoir régler la situation sociale et envisager d'avoir une prise en charge, donc une hospitalisation un peu longue en soins de suite, et puis derrière, pourquoi pas un hébergement. Enfin, c'est vraiment un chemin énorme, et c'est en ça qu'il va falloir réfléchir à de la souplesse et à une bonne communication entre les diverses structures, voilà, pour trouver une orientation et des possibilités pour ces patients qui sont en situation irrégulière, qui ont une prévalence de consommation, enfin de troubles de l'usage de substances qui est très importante, et voilà, et qui ont tous les handicaps à la fois. Un élément, c'est on ne peut pas avoir un titre de séjour pour raison de santé pour ce type de pathologie. Alors on sait qu'il y a de nombreux pays. Nous sommes situés sur Gare du Nord, donc un grand public de personnes sans titre de séjour. Et aussi, l'autre handicap pour eux, c'est pouvoir communiquer, l'échange. Donc ça aussi, ça participe à la difficulté. Donc d'arriver à communiquer, qu'ils comprennent ce qu'on peut être amené à dire, et aussi entendre ce que veut nous renvoyer le patient, l'usager. Donc ce serait peut-être à réfléchir aussi, pourquoi pas que ça soit une raison de santé pour obtenir un titre de séjour, puisqu'on sait qu'il y a des pays où ils n'ont jamais de traitement ou d'accompagnement à leur pathologie. Voilà. Je vais juste dire un mot sur les personnes en situation irrégulière et les non-francophones. Les non-francophones sur des hospitalisations parisiennes, on s'en débrouille à peu près. Il y a des services de traduction. Nous, on a mis en place une équipe mobile qui intervient auprès des patients originaires de l'Est européen, russophones, polonophones, roumanophones, bulgarophones, ce qui est pas mal déjà. Ces 4 langues-là, on peut réaliser des co-suivis avec, ce qui est très différent de la traduction. C'est des suivis conjoints. C'est introduire un tiers de la culture et de la langue de la personne pour participer au suivi. Ça, c'est parisien, francilien, mais on sait très bien que dans les soins de suite non Île-de-France, notre service, qui n'existe pas ailleurs, ne peut pas se déplacer. Et nous, on offre un service pour les personnes issues de l'Est européen. Voilà. Donc c'est un vrai problème, et c'est un vrai problème surtout dans les soins de suite. Enfin, beaucoup dans les soins de suite, aussi dans les soins de suite. Il n'y a plus de micro. Si ? Vous avez un micro ? Non, ils sont partis, désolé. On va arrêter pour laisser la place à la... On gardera votre question pour cet après-midi, peut-être. Oui, simplement, avant que l'atelier se termine, il y a tout à l'heure lors du repas donc, une présentation d'un certain nombre d'acteurs dans ce qu'on appelait le village des acteurs. Et l'équipe du programme Marcel Olivier qu'on a présenté se tiendra à votre disposition pour vous présenter l'espace Marcel Olivier, le programme dans son ensemble, et que vous puissiez aussi voir si ça vous intéresse et s'il y a des travaux conjoints qui peuvent être faits avec eux.